Tous ceux qui connaissent un peu d'anglais ou d'espagnol savent que le verbe aimer en français regroupe un ensemble de sens différents que d'autres langues ne traduiront pas de la même façon, selon le contexte ou selon l'objet de la phrase. Par exemple, on n'aime pas son épouse ou son amant comme on aime le sushi ou la paella. L'anglais, à titre d'exemple, distingue le verbe to love et le verbe to like. Souvent en français, lorsqu'on cherche à être clair, on a recours à certains stratagèmes, comme l'addition d'adverbes par exemple. Lorsque je dis « j'aime bien la voisine », ça ne veut pas exactement dire la même chose que j'aime la voisine. Donc on a créé aussi d'autres expressions comme être amoureux de quelqu'un ou tomber amoureux de quelqu'un. Voilà. Ceci dit, surtout dans le domaine nominal, le vocabulaire du français est extrêmement pauvre lorsqu'il s'agit de définir les sentiments qui touchent à ce que nous nommons l'amour. En cantonais, les gens utilisent très rarement le verbe oi, qui signifie véritablement aimer. C'est le verbe classique en chinois. Et les gens préfèrent de loin dire zhongyi, qui est plus proche de l'anglais to like, en fait. Il semble en fait que le verbe classique oi s'est chargé d'une connotation un peu ronflante, un peu formelle, que les cantonophones cherchent à éviter. Ils disent donc à leurs bien-aimés, aux personnes qu'ils aiment, o zhongyi et non pas o oi. Un peu comme si en français on s'amusait à dire « je te chéris » à une personne dont on venait de tomber amoureux. Ça serait ridicule, en tout cas dans un contexte moderne. Ce glissement vers l'euphémisme ressemble beaucoup à celui du grec moderne, qui a fini par utiliser le verbe agapo au lieu de erao, pour dire à quelqu'un qu'on l'aime. Personnellement, je soupçonne la christianisation de l'Europe d'être à l'origine de ce déplacement dans le vocabulaire grec. Mais j'en suis pas sûr, il faudrait demander à des historiens du langage, de l'évolution du grec notamment, mais il faudrait qu'un spécialiste en fait le confirme. En grec ancien, en revanche, on distingue selon la tradition la plus classique 4 sentiments différents qui ne se recoupent pas et dont aucun n'est l'équivalent d'un autre. Autrement dit, en comparaison avec la pauvreté du français moderne, la langue grecque classique évitait cet amalgame et proposait de définir plusieurs concepts. Il suffit de faire une recherche pour trouver suffisamment d'articles qui en parlent, donc je ne vais pas m'attarder sur ces définitions, mais enfin, voilà quand même les 4 concepts dont il est question. D'abord, l'éros, facilement reconnaissable puisqu'il a donné l'adjectif érotique en français. Il s'agit du désir premier, de l'élan amoureux qui pousse vers la relation charnelle avec l'autre. Ensuite, la philia, qui est tout aussi reconnaissable par le fait que ce mot a servi à de trop nombreux mots de formation savante dans la plupart des langues européennes. La philia est le rapprochement amical, un amour fraternel, non exclusif en quelque sorte, à l'inverse de l'éros, mais qui reste quand même assez charnel. Ensuite, on a l'agapé. C'est en revanche une forme de sentiment qui part du haut et va vers le bas. C'est un amour bienveillant, un amour divin, donc un amour bienveillant, peu charnel et plutôt orienté vers la générosité, le sentiment de protection. Alors,
j'aime bien comparer avec 2 concepts anglais, très contemporains, hem, des adjectifs en fait qui signifient en fait qui vont plutôt, hem, qualifier la personne que l'on aime en fait et sont des adjectifs très tendance en anglais, enfin, voilà, à la mode on va dire, hem et qui montrent bien la différence entre l'éros et l'agapé en fait. Donc lorsqu'on éprouve de l'éros pour quelqu'un, en anglais, on aurait tendance à dire: «Ah, he's so hot». Alors que lorsqu'on éprouve de l'agapé, on dirait plutôt: «He's so cute». Voilà, la différence entre hot et cute donne une idée, a priori pas exacte, mais donne une petite idée de la différence qu'il y aurait entre l'éros et l'agapé. Et enfin, la storge, hem, finalement une forme d'amour-respect, une sorte de respect généreux, notamment celui qu'éprouvent des individus appartenant à la même famille, une mère, un père, les parents pour leurs enfants, par exemple. Voilà. Alors, le phénomène original, finalement, n'est pas le fait que les anciens affinaient leur langage pour rendre compte de différentes réalités qu'ils cherchaient à séparer, mais plutôt le fait que nous ayons perdu ces discriminations lexicales et que nous ayons considéré avec le temps que nous pouvions amalgamer ces sentiments au point de ne plus avoir qu'un seul mot pour les désigner tous, l'amour. En, en sanskrit classique, il y avait apparemment 2 noms et leurs quelques synonymes pour désigner 2 sentiments différents. L'un concernant, l'amour de type érotique, donc comme éros en grec, qui est le kama, ce même kama qu'on retrouve dans le trop fameux, traité du Kama Sutra, donc le Kama Sutra. Et l'autre mot concernant un amour beaucoup plus formel, plus social et surtout familial, qu'on appelle le sneha. Heu, alors pour moi, je trouve que c'est assez amusant de remarquer que la structure verbale du sanskrit est à l'opposé de celle des langues européennes modernes. En anglais ou en français, faire l'amour est une expression qui correspond plutôt à l'aspect érotique et il s'agit a priori d'une pratique sexuelle. J'ai plutôt l'impression que l'aspect pratique se reflète dans la structure verbale autour du verbe faire. Au lieu d'utiliser un verbe comme aimer, qu'on va laisser plutôt pour le sentiment ou ce qui nous touche intérieurement, on utilise l'expression faire l'amour pour manifester un phénomène pratique, concret, une praxis. En sanskrit, il existe une structure verbale aussi, de même type, sneham karoti. Sneham karoti, littéralement faire l'amour, où le verbe faire, karoti, sert le même type de praxis, de faire, d'agir. Mais, en sanskrit, il ne s'agit pas d'amour de type érotique, mais d'amour familial ou filial. Donc le mot sneha se rapporte en fait à l'amour en contexte familial, l'équivalent du grec storge peut-être, l'amour des parents pour leurs enfants par exemple. Ouais. Donc j'en conclus que dans le contexte culturel qui entoure les locuteurs originels du sanskrit, l'amour familial s'inscrit dans une manifestation concrète et n'est pas une passion au sens d'un sentiment que l'on subirait intérieurement, mais plutôt une pratique effective, une démonstration extérieure, presque sociale, du sentiment. Je vois un peu cette différence comme 2 aspects du monde et de la sociologie de chacun de ces mondes. Dans le cas du français, par exemple, on intériorise les questions familiales, sociales et politiques, on les spiritualise en quelque sorte, alors qu'on manifeste concrètement ce qui est de l'ordre de la relation charnelle. Inversement, dans le cas du sanskrit, on manifeste plutôt ce qui tient des relations sociales avec le monde et on intériorise l'aspect charnel, voire on le rend spirituel par l'introspection. Alors peut-être que je délire un peu, mais
Il me semble qu'il y a quelque chose qui se dit en filigrane dans le fait de passer d'un verbe simple comme aimer à une expression comme faire l'amour. Parce qu'il y a encore à peine 2 ou 3 siècles en français, le simple verbe aimer signifiait véritablement faire l'amour. Et même son étymon latin, amo, amare, a toujours eu un sens concret et charnel. Ce passage d'un monde où l'aspect charnel de l'amour allait de soi, parce qu'il était inclus dans le verbe simple, à un monde où l'on doit renforcer l'expression et souligner lourdement sa consistance physique avec le verbe faire, qu'est-ce que ça dit de l'évolution de nos sociétés?